Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Bienvenue à cette soirée d'échange et de réflexion à l'occasion de la parution du dossier sur le bassin minier dans le dernier numéro de DA, dans le numéro de novembre d'Architecture. Le dossier est le fruit d'un programme de recherche qui a été réalisé dans le cadre de l'IPROS, piloté par Philippe Prost, Lucas Mont-Saint-Jean qui est associé à l'atelier d'architecture Philippe Prost, Béatrice Mariol, qui est professeure à l'École nationale supérieure d'architecture et des paysages de Lille, qui n'est pas là ce soir, hélas, et qui est chercheur associé à l'IPROS et qui dirige la chaire Acclimater les territoires post-miniers à cette même école d'architecture de Lille. Ce travail de recherche a pu voir le jour grâce au soutien de la mission bassin minier et au mécénat de la Caisse des dépôts. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine avait eu la primeur de vos réflexions à la suite de ce programme en mai dernier. Et moi, je suis très heureux que l'école de Paris-Belleville puisse accueillir ce soir à son tour une rencontre autour de cette recherche. Le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial en 2012 comme paysage culturel, évolutif et vivant. Je ne sais pas si ce label est singulier, est unique ou s'il y a une catégorie de paysages culturels, évolutifs et vivants, ce que je trouve assez beau mais un peu étrange, quoi, enfin un peu lyrique. Mais en tout cas, c'est la qualification du label UNESCO de label au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Et en fait, ce territoire a été donc labellisé après 2 siècles d'exploitation des mines de charbon qui ont modelé ce territoire singulier. Parce que l'exploitation des mines a commencé en 1720. J'étais très étonné de cette date aussi tôt. Je pensais que c'était le milieu du 19e, mais non, c'est le début du 18e. Et c'est de ce paysage, de ce vaste territoire, de cet archipel, comme on l'appelle, qui est exclusivement dédié à la mine et qui a perdu sa raison d'être après l'arrêt de l'exploitation de la mine en 1990, de son présent, de son passé, de son présent chargé de passé, de son avenir, qu'il va être question ce soir. Je remercie Philippe Prost, Lucas Mont-Saint-Jean et Catherine Seller de l'atelier d'architecture Philippe Prost, Catherine Bertram de la mission du bassin minier et Emmanuel Caille, qui est le rédacteur en chef de DA, pour le magnifique travail éditorial qui a été réalisé. Et je vais laisser la parole à Philippe et à Emmanuel pour l'introduction générale. Mais moi, je ne suis qu'un passeur, donc il y a plein de personnes qui ont des choses plus intéressantes à dire que ce que je vais dire. Moi, je voudrais vraiment remercier l'école et la mission bassin minier, et puis l'atelier Philippe Prost et Lucas qui nous ont aidés à faire ça. Nous, on a fait ça parce que, enfin moi, c'est un peu un défi pour une revue, parce qu'une revue d'architecture, au fond, ce que veulent uniquement les lecteurs, c'est des projets. Et parler du bassin minier, c'est un peu un défi, en fait, d'une certaine façon. Donc, voilà, moi j'aime bien les défis et je pense qu'on a des très bons retours. Voilà, et je suis vraiment très content de l'avoir fait parce que c'est un sujet, je trouve, qui est très... Enfin, il suffit de se plonger un tout petit peu dedans pour comprendre que c'est un sujet fondamental, un sujet surtout très, très actuel. Mais en même temps, ceux qui restent à l'extérieur, ils ne comprennent pas très bien. Donc voilà, la médiation est une chose très très importante pour ça. Enfin, j'imagine que c'est le quotidien de la mission bassin minier. Mais moi, je ne veux rien dire de plus. Je te laisse, Philippe, présenter le sens de toute cette soirée. Merci. Merci Emmanuel. Écoutez, merci d'être présent ici ce soir. Effectivement, pourquoi ce moment à passer ensemble? Tout simplement parce que c'est le fruit d'un travail, d'une recherche que nous avons porté avec Béatrice Mariol et Lucas Mont-Saint-Jean ici présents, avec la Caisse des dépôts et consignations. C'est un appel à recherche.
Et ce qui nous a amené à enquêter sur ce territoire, ce qui nous a amené à organiser, je remets tout petit peu une chronologie pour que chacune et chacun puisse comprendre un peu de quoi il s'agit. Ce qui nous a amené à organiser une journée à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine en mai 2022, qui a été extrêmement riche, avec un public extrêmement nombreux. Et on a eu envie de poursuivre, ou en tout cas de laisser une trace de ce moment très fort. Et du coup, on l'a fait dans les colonnes de la revue Da. Alors ça, c'est une première chose, juste pour situer le périmètre. Et ce territoire, en tout cas, on a appris à le connaître à travers cette action de recherche, mais aussi, alors vous l'avez là d'ailleurs, le territoire du bassin minier. Vous voyez, en fait, c'est un territoire tout en longueur qui suit le charbon, en quelque sorte. Et c'est un territoire extrêmement important, avec une population d'à peu près 1 200 000 habitants. Et pour répondre à la question ou à l'interrogation de François Brouat, pourquoi paysage culturel évolutif et vivant? Eh bien, tout simplement parce que le patrimoine mondial est connu pour protéger des sites, ou des sites naturels, ou des sites architecturaux, ou des ensembles architecturaux. Et en général, quand il protège ces sites ou ces bâtiments, que ce soit les grands sites de parcs, je pense aux États-Unis, parce qu'il y a évidemment beaucoup de grands parcs aux États-Unis, ou ailleurs, ou en Afrique, ou en Asie, ou quand ils protègent des bâtiments, le Taj Mahal, le Mont Saint-Michel, évidemment, tout de suite la question qui est posée, c'est l'évolution possible ou non. Et cette notion de paysage culturel, évolutif et vivant, c'est une notion qui est apparue d'ailleurs aux États-Unis et qui a été développée et qui a été appliquée au bassin minier parce qu'elle permettait de faire bénéficier de cette reconnaissance au patrimoine de l'humanité du bassin minier, mais tout en lui permettant de continuer à évoluer. Et pourquoi paysage culturel? Parce que tout simplement, ce territoire qui était auparavant agricole et rural, il a été transformé par l'exploitation du charbon, d'où l'idée d'un paysage culturel, c'est-à-dire le produit d'une culture et d'une transformation. Et évolutif et vivant, vous l'imaginez assez facilement, évolutif parce qu'il a évolué sur lui-même à un certain nombre de strates, et vivant parce qu'il est habité, peuplé, et qu'il continue de vivre et de se transformer. Et cette notion, je pense que c'est une notion, je ne vais pas faire trop de longues digressions, là je suis un peu parti comme ça, mais cette notion, elle me semble extrêmement importante dans le domaine qui est celui du patrimoine, qui a souvent été perçu comme poussiéreux, ou en tout cas figé, avec l'idée de toujours restituer un état donné d'un édifice, ce qui peut se comprendre dans un certain nombre de cas, mais ce qui dans certains cas peut être complètement contre-productif au contraire, et ce qui surtout ne peut pas s'appliquer à un territoire de plus de 100 km de long avec plus d'1 million d'habitants. Donc cette notion, elle est très importante, elle est très intéressante, et je pense que c'est une notion qui va donner lieu à de plus en plus de labellisation, parce qu'on se rend compte que l'architecture, le paysage et le territoire, ce sont des échelles qui sont emboîtées, et il faut que les sites qui bénéficient de ce type de protection puissent continuer à vivre et à évoluer. Donc cette notion, elle est très très importante. Et oui, alors là, c'est la Cité des électriciens. Alors pourquoi tout ça aussi? Et pourquoi notre atelier? Parce qu'on s'est intéressé, on a travaillé sur cette cité qui est la Cité des électriciens. Alors j'ai un petit livre rouge ou un petit cahier rouge. Cette Cité des électriciens qui est un des sites pilotes et qui parle du paysage et de l'habitat minier, qui fait partie de ce site patrimoine mondial et qui est un édifice protégé au titre des monuments historiques, que nous avons transformé et qui connaît aujourd'hui une vie qui était promis au départ à la démolition pure et simple. C'est l'endroit où a été tourné Bienvenue chez les Ch'tis. Donc si vous refaites un petit retour, vous allez voir comment est présenté le bassin minier, le Nord-Pas-de-Calais et une cité minière. On est un peu encore dans Zola et Germinal. On est dans une vision très négative, très destructive, un peu ricanante. Alors qu'en fait c'est un territoire formidable, c'est un territoire qui est très vivant, avec plein d'initiatives, des gens extrêmement chaleureux, dynamiques, et c'est un territoire en transformation, c'est-à-dire que contrairement à l'image un peu figée et passéiste qu'on peut avoir, je me mets dedans en tant que Parisien avant de découvrir ce territoire, en fait c'est un territoire où il se passe plein de choses, et plein de choses qui peuvent être
des prototypes pour ce qui va se passer dans beaucoup d'autres territoires qui sont en transition par rapport à des activités anciennes qui ont disparu, ou par rapport à une évolution, à une transformation sur eux-mêmes. Donc c'est ce qui a généré cette recherche, c'est ce qui a généré cette journée, et à l'occasion de la sortie de ce numéro, on avait envie de partager avec celles et ceux que cela pouvait intéresser. Alors on a choisi du coup, pour ne pas monopoliser la parole et surtout pour ouvrir le sujet, d'organiser 2 tables rondes. Une première table ronde qui est consacrée au bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qui parle des questions de recherche et d'enseignement, à laquelle va participer Catherine Bertram, ici présente, directrice de la mission du bassin minier, à laquelle va prendre part Lucas Mont-Saint-Jean, ici présent également, et qui lui qui est dans le cadre d'un travail de thèse par le projet, donc tout à fait un nouveau type de thèse, qui va nous parler des morts-terrains au sol vivant, et puis enfin de Raphaël Alessandri, également présent dans la salle, qui est architecte urbaniste et qui est directeur des études à la mission bassin minier. Donc tous les 3 vont faire un premier temps sur cette question du bassin minier, et puis dans un deuxième temps, il y aura une autre table ronde, c'est prévu pour être assez court en fait, donc déjà je suis peut-être un peu long. Dans un deuxième temps, une deuxième table ronde lecture croisée sur le patrimoine, le paysage et le territoire, avec une introduction d'André Lorty qui doit être dans la salle. Il est là, pardon. Donc, qui est lui le directeur de l'IPROS et professeur à l'ENSA de Paris-Belleville, avec des cités minières aux cités jardins, enjeu actuel de la réhabilitation avec Valérie Dufoy qui est ici présente et peut-être Vanessa Fernandez, je ne sais pas. Saint-Étienne, donc un territoire post-minier et post-industriel en panne de récit. Alors ça c'est intéressant parce que du coup dans le bassin minier il y a un récit qui s'est constitué. Donc on va vous écouter avec attention. Georges-Henri Lafont qui est géographe et docteur en aménagement de l'espace et de l'urbanisme et maître de conférence à l'école de Saint-Étienne. Et puis enfin Patrick Henry, qui est ici présent, qui est professeur à l'école et qui, lui, va nous parler suite aussi, je pense, à la publication de son livre, des tracés aux traces, définir les horizons d'un urbanisme des sols. Pardon, c'est un peu de fatigue. Voilà, donc 2 moments avec un coup de projecteur sur le bassin minier et ensuite un élargissement de ce projecteur pour montrer en quoi, en fait, les problématiques du bassin minier qui sont finalement se sont développés depuis un certain temps, eh bien aujourd'hui peuvent essaimer, peuvent devenir un modèle pour d'autres territoires, d'autres questionnements, tout ça posant en fait tout simplement la question de l'évolution des territoires, leur transformation au XXIe siècle, sans passer par pertes et profits, évidemment, tout le patrimoine du XXe siècle que connaissent ces territoires, que ce soit dans les infrastructures techniques, dans l'habitat, dans les équipements. Et on sait que c'est le patrimoine le plus menacé par définition. Voilà, alors je pense qu'il va falloir que vous veniez me rejoindre pour que je ne reste pas seul trop longtemps. Je ne sais pas si je vais rester... Je suis censé, Catherine, je reste là ou... Oui, comme vous voulez. Installez-vous là, asseyez-vous peut-être, parce que... Ah, tu fais ça, pardon. Alors, je te passe le micro. Merci. Ah bah oui, je fais rien. Tiens, merci. Je vais tester ça. Ça marche. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, Catherine Bertram, directrice de la mission bassin minier. Donc, c'est une agence publique née d'une décision interministérielle donc en 2000, 10 ans après la dernière remontée de la dernière Gaillette du Nord-Pas-de-Calais. Donc, les pieds complètement dans les affaires de reconversion, à l'époque encore assez lourdes, de l'après-mine. Et donc, on a comme marque distinctive d'avoir accompagné depuis 20 ans les itinéraires de trajectoire, de transition du territoire. Et donc, depuis 10 ans, avec aussi la naissance du Louvre à Lens, sur une ancienne friche minière, c'est le même anniversaire que nous avons fêté il y a 10 ans l'année dernière, d'où la journée aussi à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui nous a accueillis avec Philippe Prost pour notre journée. Eh bien, 10 ans où nous sommes en fait inscrits sur la liste du patrimoine mondial et nous avons été désignés comme gestionnaires officiels de cette inscription sur la liste du patrimoine mondial. Nous ne sommes pas classés
patrimoine mondial, je le redis, ce qui entraîne des confusions par rapport à des procédures de classement type monument historique. Il faut se dire inscrit sur la liste du patrimoine mondial. C'est un peu long, mais c'est quand même ce qui est derrière. Donc je vais faire assez court, puisque Philippe a bien introduit les éléments du territoire. C'est juste une vue sur la planète charbon, hein, donc bassin Varisque, donc moins 300 millions d'années, qui court tout le long de la planète, hein, des Appalaches à la Chine du Nord, en passant bien sûr par la grande histoire européenne, qui est une histoire à l'intérieur de l'histoire, sur ces 3 siècles d'exploitation, hein, de 1720, Louis XV, 1990, donc, dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc vraiment un petit segment, hein, de 120 km de long, complètement souterrain, contrairement à d'autres endroits du monde où il est à fleur, il est en surface. Et donc c'est une espèce d'arc entre l'île et Arras. Donc 120 km de long, 5 à 15 de large. Un territoire très habité, comme l'a dit Philippe, hein, plus d'1,1 million d'habitants. Hein. C'est vrai que la grotte Chauvet, qui est sur la liste du patrimoine mondial, a moins de problèmes d'habitants que nous, donc c'est évident. Donc on a petit, mais quand même à des Chinois, quand on leur parle de nos 100 000 km de galeries sous les sols, là ils font voilà. Bon, pas vraiment le nombre de milliards de tonnes, parce que ça on est battu depuis très très longtemps. Hein. C'est le 2e bassin minier d'ailleurs d'Europe après la Roure, que vous connaissez déjà peut-être. Mais en tout cas, on intéresse un peu partout dans le monde, y compris, je disais, les Chinois ou les Chiliens. C'est par en fait le fait qu'on soit parti de la transition, la reconversion lourde. On est patrimoine mondial, il y a une espèce de trajectoire qui se fait, de réusage des bâtiments, de rénovation des cités, ce qui fait qu'ils sentent qu'il y a aussi du redéveloppement économique, un changement d'image, marketing territorial. Toute cette trajectoire-là intéresse. Et pas seulement le fait d'être seulement avec une inscription au patrimoine mondial. Donc on est parti de à peu près 1200 vestiges sur le territoire que nous avons recensés. Bon là c'est la diapo super, hein, avec bien sûr ciel gris, bien dégueulasse, les friches et tout. Et puis on est arrivé patrimoine mondial comme si c'était une lumière qui s'allumait au fond du tunnel. Non, on y est encore, je vous le dis. Par contre on a quand même montré en 40 ans des politiques de reconversion, quand même quelques pas qui ont été franchis. Même si ce n'est jamais une action linéaire, puisque la superposition des logiques réparatrices de séquelles et de l'après-mine continue à se conjuguer avec des logiques de redéveloppement et de projet. Hein, c'est vraiment les grandes failles qui se font dans cet entrechoquement entre superposition de ces logiques réparatrices et de projet. C'est une grande difficulté de prendre une logique intégrée pour prendre ensemble les problèmes et les atouts. C'est une très grande difficulté, puisque plusieurs temporalités s'articulent ou pas. Et le temps de recomposer une société, construire une nouvelle société, hein, c'est pas comme une friche, au bout de 5 ans, si c'est pas pollué, on plante des arbres, ça se voit dans le paysage, au bout de 10 ans. Un être humain qui a été encadré pendant 3 siècles de la naissance à la mort, mono-industrie en plus, où tout était fait pour la mine et par la mine, c'est pas si facile. Hein, y en a qui croient à la Startup Nation, pas chez nous. Bon. Alors, on est aussi obligé souvent d'anoblir le patrimoine industriel. C'est-à-dire que vous voyez, nos terris, c'est avec les pyramides d'Égypte ou la baie du Mont-Saint-Michel. On dit toujours comme. Alors on est par exemple, changer le regard, on est devenu site classé, loi 1930, comme la baie du Mont-Saint-Michel. On vient toujours pour dire, on vient évidemment donner des lettres de noblesse, parce que ce patrimoine industriel, il a quand même été méconnu et un peu confisqué, ce paysage aussi, pendant cette exploitation. Donc en fait, on avait comme objectif, dès le départ, dans ce paysage culturel évolutif vivant, une logique de développement. Mais c'était vraiment aussi rendre hommage aux hommes et aux femmes de la mine. 29 nationalités sont venues construire ce bassin minier. Hein. Donc c'est comme comme disent les Allemands, c'est un pot, comme dans la Ruhrgebiet, hein, vraiment un creuset très fort, culturel bien sûr, culturel et social. Et c'est changer le regard, évidemment, puisque les terris qui sont vus longtemps comme des tas de schiste, etc., sont progressivement devenus des viviers de biodiversité, puisqu'on a arrêté le bras de l'exploitation en 1992 par une charte où c'était « touche pas à nos terris ». Et donc les réserves de biodiversité, finalement les gens, c'est nos montagnes montées à main d'homme, hein, comme Jacques Brel dit, notre plat pays, les terris sont nos montagnes, on en a à peu près 300 encore. 78 sont devenus donc cette chaîne des terris donc, de ce site classé loi 1930, parmi les paysages les plus reconnus. Donc oui, ils ne sont pas faits de granit rose, de mer limpide ou de sommets aux neiges éternelles. Ici, l'homme
a creusé, extrait, construit des montagnes. Et l'idée même que l'histoire des mineurs vaut celle des rois change tout. Ça plaît beaucoup au plan mondial, ça. L'histoire des mineurs vaut celle des rois. Donc ça, c'est notre sacre à Saint-Pétersbourg. Ça paraît très loin parce que Saint-Pétersbourg, on ne va pas y aller avant quelques années. Donc pour faire très court, c'était le travail de 10 ans. 10 ans pour faire les inventaires, les recensements. On est parti de la typologie des éléments, 1300 vestiges, on en a sélectionné 353, qui soient représentatifs de ce paysage culturel évolutif vivant. On a procédé par agrégat de quartiers miniers, Philippe en a montré un bel exemple à l'écran, et pour aussi épouser finalement dans ce grand paysage culturel évolutif 16 grands paysages qui sont venus agréger cette notion de paysage culturel évolutif. Les critères ont été un tamis important, puisque intégrité, authenticité, c'est vraiment la liturgie unesquienne, donc qu'il fallait aussi marier avec évolutivité. Mais donc on a vraiment passé au peigne fin pour en retenir 353 éléments dans ce périmètre. Philippe a tout dit, le paysage culturel, c'est d'abord un bien culturel. Même si, entre guillemets, on a été suivi par le ministère de la Culture pendant 10 ans, toujours aujourd'hui, et le ministère de la Transition. C'est un peu papa et maman, voilà. Donc, qui nous ont suivis en compagnonnage total et avec qui on construit la gestion de tous les jours. Donc Philippe a bien expliqué pourquoi ce paysage vraiment rural et mono-industrie aussi vraiment s'est constitué par couches successives, par phases successives, pour vraiment se transformer en paysage industriel minier. La liturgie unesquienne veut qu'on doit cocher des cases de critères, dans une liste de 10 critères, donc on en a choisi 3. Notamment, un qui est important, c'était aussi le critère d'événement de signification internationale ou internationale. C'est par exemple en 1906, la catastrophe dite de Courrières, donc qui a tué d'un souffle de grisou 1099 mineurs, avec 13 rescapés qui sont restés 3 semaines au fond sans GPS ni portable, et qui sont remontés à la surface. Donc c'était un vrai événement où là, les sauveteurs allemands, avant de se trucider en 14-18, sont venus mettre à disposition des ouvriers mineurs des équipements pour essayer de sauver les mineurs. Donc c'est une échelle supérieure à celle d'un monument ou d'un site ou d'une série. C'est vraiment une approche de territoire et une approche de bassin. Donc voilà le périmètre du bien inscrit. Donc ce qui est en rouge, c'est vraiment ce qui est sur la liste du patrimoine mondial, donc qui est représentatif à la fois des sites industriels et de la vie du mineur. Et originalité de notre site, de notre bien, c'est que la zone tampon qui est en orangé, d'habitude c'était un rond, un cercle qu'on mettait autour d'un site un peu à tâtons. Là on a dû justifier pas à pas auprès des ministères la cohérence paysagère autour des éléments qui sont inscrits. Alors le petit cercle que vous voyez là, je vais en finir là, ça vous donne vraiment le micro-paysage, on en a une quinzaine. Et donc ça vous donne la richesse, le bouquet finalement d'éléments qui sont agrégés pour faire constituer ce micro-paysage qui va faire ce grand paysage. Aussi bien donc des cités minières et des cités jardins, il y en a quelques fleurons. Donc si vous voulez nous voir, on est en haut là, Raphaël et moi, enfin pas que nous, mais il y a Virginie aussi qui est dans la salle. C'est le grand site minier là, le 99 bis en haut. Donc vous êtes les bienvenus, les étudiants sont toujours les bienvenus chez nous, les profs aussi. Et donc, on a des terris, on a des équipements socioculturels, culturels, des éléments urbains qui viennent se conjuguer pour faire ce micro-paysage. Voilà. On parle au monde parce qu'on est vraiment un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité par l'industrie et le charbon. Et je disais aussi, la trajectoire qui font qu'on vient de la reconversion lourde vers la transition énergétique urbaine et une logique intégrée qui essaie d'inclure bien sûr le patrimoine, la rénovation thermique, les conforts, l'habitabilité, tout ce que vous voulez, c'est vraiment le défi. Je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais en tout cas on essaye d'aller vers cela. Et notre plan de gestion, qui est un élément très important chez nous, c'est vraiment conjuguer intégrité, authenticité et évolutivité, ce qui est aussi une quadrature du cercle, où là, la protection type monument historique ne peut pas tout. Et donc, on est obligé de travailler, bien sûr, avec tous les documents de planification, SCOT et pluie du territoire, et bien sûr, de travailler avec tous les outils à 360 pour que finalement, ce territoire, ce patrimoine, ce paysage soit préservé, mais aussi parle aux générations présentes et futures, ce qui est notre mission. Donc, ça va jusqu'à la médiation. Donc, on a un plan de gestion en deux parties, protéger, aménager, gérer, et promouvoir, valoriser et transmettre, ce qui est essentiel. Voilà. Donc je vais laisser la parole à Lucas maintenant.
pour la suite. Merci de votre attention. Bonsoir. Bon, c'est pas évident de parler en coincé entre deux personnes de la mission bassin minier. Donc je suis Lucas Mont-Saint-Jean, je suis associé à l'atelier d'architecture Philippe Prost et doctorant actuellement en doctorat par le projet au sein de CY Cergy Paris Université, le laboratoire Place de géographie et le laboratoire Léave de l'ENSA Versailles. Je vais revenir rapidement sur le projet de recherche que Philippe a évoqué, qui est à l'origine des précédentes journées d'études qui ont lieu, et puis de la publication, puis de cette journée. Donc à l'origine, c'est un programme de recherche, c'est un appel à candidature pour la recherche en architecture et paysage qui a été publié par la Caisse des dépôts et consignations en 2018, à laquelle on a répondu en équipe avec donc Philippe Prost, moi-même et Béatrice Mariol, à travers le vecteur de Paris-Belleville et de son laboratoire IPROS. Et donc on a eu la chance d'être retenu. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu, il y a le Covid qui est passé par là, etc. Mais on avait proposé, à travers un projet qui s'appelait le bassin minier territoire à projet, et à ce moment-là, il n'y avait pas encore la chaire partenariale de recherche, moi je n'étais pas encore inscrit en thèse, c'était un projet un peu embryonnaire qui travaillait sur des questionnements professionnels ou d'enseignement qu'on avait les uns les autres en fréquentant ce territoire, en le découvrant, et on souhaitait aller un peu plus loin collectivement. Et donc on avait proposé de faire un certain nombre de rencontres, de discussions, puis une publication. On a réalisé 3 journées avec des statuts assez différentes. Une journée de lancement du réseau international post-mining, et il y a plusieurs personnes qui sont là. Je pense que Georges-Henri Lafont présentera un petit peu, et Raphaël, ce que c'est que ce réseau, qui a eu lieu à Venise en 2021. Puis une journée d'études de jeunes chercheurs et chercheuses dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, qu'on avait intitulé « Croiser les regards et renouveler les approches », qu'on a organisé à l'Université d'Arras et à la Cité des électriciens à Bruay-la-Bussière en 2021, où là on a pu réunir un peu tous les doctorants ou jeunes docteurs qui avaient travaillé sur le bassin minier. Il y a vraiment une forme de recherche en ébullition depuis ces dernières années, après une longue période un peu d'endormissement académique, scientifique, avec seulement et encore quelques géographes qui s'y intéressaient. Désormais, on constate qu'il y a énormément d'architectes en sciences économiques et sociales, en sciences de l'information, en géographie, qui s'intéressent à ce territoire un peu laboratoire. Et la dernière journée, c'est celle qu'évoquait donc Philippe, la journée d'études « Réussir une transition juste, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, l'héritage comme ressource », qui a eu lieu le 24 mai 2022 à la Cité de l'Architecture du Patrimoine à Chaillot, et qui s'adressait plutôt à tous les acteurs du territoire au sens large, aux praticiens professionnels, et qui a permis de nous rencontrer et de discuter pendant une journée. C'était une journée très riche, et du coup on voulait en laisser une trace. Alors pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, il y a une captation vidéo sur le site de la Cité de l'Architecture qui vous permet de revoir la journée complète. Il faut avoir envie de tous taper. Mais on a fait, pour ceux qui sont pressés, une version condensée, parce que c'était quand même une journée complète, et qui a donné le numéro de DA qui vient de sortir, sous la direction d'Emmanuel Caille, et donc il s'inspire très largement des contributions des différentes personnes de cette journée. Et donc ce programme de recherche, il réunit une série d'acteurs que vous voyez ici, donc la Caisse des dépôts qui a mécéné le programme, l'école d'architecture de Paris-Belleville qui a accueilli l'ensemble, l'atelier d'architecture Philippe Prost qui a beaucoup participé collectivement, et je ne sais pas si Catherine Seller est dans la salle, mais elle a beaucoup participé à l'organisation de toutes ces journées et de cette publication. L'école de Lille, l'école d'architecture de Lille à travers la chaire partenariale qui existe depuis 2019, la mission bassin minier évidemment qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, et puis les universités de Cergy et d'Artois qui avaient participé à la journée. Alors, je vais faire court parce que je crois qu'on est un petit peu en retard. On va essayer de regagner un peu de temps. Mais j'avais dans ma contribution dans le numéro intitulé ça des morts terrains au sol vivant. Mais d'abord, je vais revenir sur de la pratique à la recherche. Puisque donc moi j'ai découvert ce territoire du bassin minier en 2012 en travaillant sur la Cité des électriciens à Bruay-la-Bussière, dont vous avez vu une photographie tout à l'heure. Et depuis, je crois que Philippe ne connaissait pas spécialement ce territoire non plus. Ça a été vraiment une découverte. Et on a cessé d'y revenir, de retravailler donc, sur d'autres projets. Vous avez ici la restauration du chevalement d'Angnier, sur lequel on travaille d'ailleurs avec vous et avec l'agglomération du Douaisis. Puis une étude à l'échelle de l'ensemble du bassin minier sur la préservation de la valeur universelle exceptionnelle par rapport aux pressions urbaines et foncières. Donc une étude vraiment passionnante qui nous a permis de réfléchir
En gros, une fois qu'on dit que le bassin minier est inscrit et protégé à la fois évolutif et vivant, avec tous les paradoxes et tensions qu'il y a encore, qu'est-ce qu'on peut faire du point de vue architectural et urbain, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, quels éléments de méthode, de doctrine on peut partager conjointement avec les ABF, les services de la DRAC, les praticiens, les bailleurs et toute une série d'acteurs. Donc vous avez un exemple ici, c'est une étude un peu théorique, mais qui s'appuyait vraiment sur le corpus à l'échelle du bassin minier. Et puis d'autres études comme celle qu'on a pu faire pour les 17 cités minières, une étude prospective et sociale pour les cités minières du Douaisis, qu'on a fait avec Florence, qui est dans la salle ici. Donc vous voyez un plan, et qui était vraiment la notion, une tentative de mise en application de cette idée de projet global, de projet intégré qui était porté par les cités pilotes, c'est-à-dire de ne travailler plus que l'architecture ou que l'urbanisme, mais de travailler de façon croisée les problèmes économiques, sociaux, architecturaux, urbains, paysagers, avec les questions de mobilité, les questions d'économie, d'emploi. Ça paraît un peu ambitieux, mais c'est clairement, de tous les diagnostics pointent vers ça, la clé de la réussite, de la transformation et de l'évolution de ces territoires. Et donc, c'est à force d'accumuler ces expériences qui, d'un point de vue professionnel, en tant que praticien, mais qui soulèvent énormément de questions qui dépassent de loin le cadre de la simple commande, de maîtrise d'œuvre, qu'on a commencé à accumuler tous ces questionnements. Et puis, je me suis inscrit donc finalement en doctorat par le projet à l'école universitaire de recherche de Cergy qui s'appelle Humanité, Création, Patrimoine, avec un nom pareil. Je me suis dit que c'était prémonitoire sur la question de la transition territoriale du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, avec une série de questionnements. Le premier étant, existe-t-il un territoire du bassin minier? Ça paraît évident, mais ce n'est pas si simple. Il y a plusieurs bassins miniers, il n'a pas de limite bien définie, il a varié au cours de l'histoire. Peut-on formuler explicitement un projet de territoire pour ce territoire? Si oui, quel est le rôle et la place de l'architecture et du projet d'architecture dans ce projet de territoire qui dépasse évidemment le cadre architectural, mais dans lequel la dimension spatiale et architecturale est absolument centrale? Et enfin, à travers la question patrimoniale des existants et de ce paradoxe de patrimoine évolutif et vivant, en quoi cela peut-il être pris comme une ressource et un moteur conceptuel et actif de projet? Alors, dans le petit élément que j'avais développé dans cet article sur DA, c'était sur la question des morts-terrains au sol vivant. Et donc, je crois que tout à l'heure, Patrick reviendra sur la question justement des projets de sol, dans lequel il a publié un ouvrage passionnant, et qui est un vrai sujet d'actualité qui dépasse de loin le bassin minier. Mais ce qui m'intéressait, c'est que dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, c'est vraiment un prototype de la question des sols, avec la spécificité de vraiment travailler la grande profondeur. Dans le bassin minier, il y a vraiment le dessus et dessous qui ont... D'ailleurs, on disait le jour et le fond, qui était une dichotomie très structurante, même dans les emplois, dans la vie des gens. Et le dessus vit au-dessous. Et aujourd'hui, bien que toutes les mines aient été fermées, remblayées, ennoyées, le sous-sol continue à se rappeler à nous. Et on a des sols qui sont descendus de près de 15 mètres par endroit, qui ont créé des lacs artificiels, ce que vous avez appelé des sites néo-naturels, des lacs qui ont apparu parce que le sol est descendu plus bas que le niveau des nappes phréatiques. Il y a des endroits où le gaz de mine continue à ressortir et empêche les gens d'habiter dessus. Il y a toutes sortes d'interactions entre le dessus et le dessous, qu'elles soient d'ailleurs matérielles en termes de risque minier, ou qu'elles soient immatérielles en termes justement de mémoire, d'angoisse, de peur que représentait le sous-sol. Alors vous avez ici quelques documents, parce que quand on parle de sol et de sous-sol, la question de la représentation est évidemment centrale, parce que généralement le sous-sol est un impensé de l'architecture et est difficile à représenter, sauf que dans l'ingénierie minière, c'est un objet central de leur étude. Donc vous avez ici un document pédagogique de Charbonnage de France qui montre bien le dessus et le dessous. Alors il y a des raccourcis d'échelle parce qu'en fait toute la partie du terrain constituée entre l'épiderme de surface et le charbon, c'est-à-dire entre 100 et 400, 500 mètres parfois, était appelée par les ingénieurs les morts-terrains, tout simplement. Ce qui semble complètement paradoxal puisque le charbon, qui est vraiment quelque chose que l'on considère comme mort et inerte, était par opposition serait la partie vivante, ce qu'on cherchait, et tout le reste, tout ce qu'on travaillait, était considéré comme mort. Et vous voyez ici que le dessinateur a représenté la coquille brisée, comme une coquille d'œuf brisée, comme vraiment s'il fallait arracher et éclater la surface pour enfin accéder à la connaissance et compréhension de ces sous-sols, qui ont une géométrie extrêmement complexe, on ne va pas développer ici, mais en fait, j'ai longtemps cru que le bassin minier, c'était un gisement en plan tout simple et qu'il suffisait de puiser, mais en réalité, c'est une série de failles et de plis, de recoupements. Quand on regarde les travaux des géologues, c'est exceptionnel, c'est des géométries particulièrement complexes en 3D. Et vous avez ici deux autres exemples, un qui est un plan pour le coup d'exploitation de 1860 qui représente la superposition des failles et des veines exploitées à 400 mètres avec l'occupation de surface
En surface, ils ont représenté ici que le centre de Lens, les voies de chemin de fer et les canaux qui servent donc à évacuer le charbon, mais en réalité, si vous superposez ça au plan actuel, et je l'ai fait dans le cadre de mes recherches, c'est couvert de cités minières et d'occupations humaines. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, les veines avaient des noms humains. Donc quand on regarde ici, on a la veine Alfred, la veine Léonard, la veine Louise, la veine Aimée, et en fait, dessus, il y a des gens qui portent ces noms, qui habitent vraiment 400 mètres plus haut au-dessus. Et donc parfois, les maisons s'effondrent et se fissurent parce que les tassements, les étaiements ont mal été faits 400 mètres en dessous. Et puis une autre image que je mets ici, qui est justement une réinterrogation en contrepoint de cette notion de mort-terrain, ce sont des gravures exceptionnelles de Morand, qui était un médecin au XVIIIe siècle, qui s'est pris de passion pour la géologie et qui a, dans un ouvrage sur les mines, il a visité beaucoup le Nord, mais aussi les autres bassins miniers à l'époque, a fait des représentations, des gravures qui sont en fait pour moi vraiment une dissection anatomique de la Terre, où il représente, là donc c'est une planche, une section en 2 plans, mais celle d'en dessous celle de droite se situe dessous, et il représente tous les terrains traversés avec toutes les compositions, les fossiles et même les veines d'eau, ce qu'ils appelaient le Grand Torrent vers Anzin, ils avaient des noms ils ont des fleuves souterrains dans le bassin minier qui traversent, on sait qu'entre 50 et 55 mètres on va traverser le Grand Torrent. Et donc, pour en revenir à cette question de représentation, donc dans le cadre de mon travail de thèse, je me suis intéressé à la représentation de ces sols donc, qui sont en grande partie des sols artificiels dans le bassin minier, puisqu'on a creusé dessous, on a reconstitué des sols en surface, que ce soit à travers les terris emblématiques du territoire, mais ces terris eux-mêmes, ils ont à nouveau été souvent exploités. D'ailleurs, Charbonnage de France, à la fin de l'exploitation, a dissocié les terris, qui considéraient comme un bien meuble, des parcelles, qui étaient le bien immeuble, en cédant les parcelles aux collectivités, mais en gardant la propriété des terris qui étaient exploités. Et certains ont été arasés pour constituer, par exemple, l'autoroute, la rocade minière, ou le TGV Paris-Lille. Donc en fait, quand on prend le TGV Paris-Lille, comme vous l'avez fait, vous le referez tout à l'heure, on roule sur un espèce d'immense terri qui a été déroulé et étalé sur l'ensemble du territoire. Et voilà, donc certains dessins, donc celui ici qui est l'ensemble des profils des terris inscrits à l'UNESCO et qui se retrouve sur la couverture du DA. Et je te passe la parole. Bonjour. Je ne sais pas qui pourra me faire des gros yeux si je suis long. Je ne sais pas. Bon, je verrai. Je vais essayer en 3 diapositives d'illustrer un peu les... C'est toi, Catherine, qui me fera les gros yeux ? D'accord. D'illustrer en 3 diapos la manière dont l'inscription du bassin minier au titre des paysages culturels évolutifs vivants a permis, enfin plutôt a imposé impose un changement de pratique dans la manière d'aborder le territoire pour faire du projet à la fois d'architecture et de paysage. On l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est un patrimoine éminemment vivant. Ça pose des questions très particulières quand on décide d'inscrire un territoire habité par 1,2 million d'habitants, occupant 70 000 logements miniers qui sont des logements éminemment sociaux, très sociaux. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à concilier en permanence les enjeux, les nécessités de continuer à transformer et adapter ce territoire à toutes les échelles, tout en garantissant que les raisons pour lesquelles il a été reconnu et inscrit au patrimoine mondial sont préservées sur le long terme. Ça impose de travailler évidemment à toutes les échelles, et ça aurait été une erreur par exemple d'envisager la question du patrimoine et de l'évolution à l'échelle des 353 éléments sans se poser la question de la manière dont ces projets individuellement impactent et peuvent prendre un sens aussi à l'échelle territoriale plus vaste. Et pour ça, on s'appuie sur une notion qu'on a développée petit à petit, qui est la notion de la treille minière. Quand on regarde cette carte, qui est la carte de la concession de la compagnie de Nœuds, il faut savoir que les compagnies minières, qui étaient des compagnies privées, s'étaient partagées le territoire, et elles avaient le droit total d'aménager le sol et le sous-sol, en faisant fi des limites administratives qui n'existaient plus.
Et donc on voit en surimpression en noir et en rouge. En noir, on a finalement le territoire préexistant, avec finalement un territoire très peu anthropisé, avec des villages, avec des voies de communication assez classiques. Et dessus, toutes les infrastructures liées à la nécessité d'exploiter le charbon. Il faut savoir que pour exploiter le charbon, en gros, il y a deux fonctions essentielles. Il y a faire des trous, aller chercher le charbon et l'exporter, parce que le charbon restait très peu sur le territoire. Donc en fait, il était exporté à l'échelle nationale. C'est très différent de ce qui s'est passé dans la Ruhr, par exemple. Donc on a une limpidité encore aujourd'hui de l'impact d'une mono-industrie sur un territoire. Il n'y a pas du tout d'interaction comme dans la Ruhr avec des industries connexes, sidérurgiques, à part un peu dans le Valenciennois. Donc en fait, on creuse des trous, on fait des fosses. C'est une industrie de main-d'œuvre sur un territoire très peu anthropisé, donc il faut construire beaucoup de cités minières. Il faut construire des cavaliers des mines, donc des voies ferrées pour exporter le charbon, et des terris. Donc toute cette infrastructure est venue, comme un palimpseste, se surimposer sur un territoire préexistant. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir envisager cette trame, cet héritage à cette échelle-là, comme un potentiel d'un calque finalement qui peut permettre aussi de servir de base quand on imagine les projets d'aménagement du territoire. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, cette treille minière est parfois très peu lisible. C'est-à-dire qu'évidemment le territoire a évolué. Les cavaliers ont été rompus, on le disait, des terris ont pu être exploités. C'est un territoire qui a été soumis, comme partout aussi, à de l'étalement urbain. Donc tout ça est venu un petit peu nuire à la lisibilité de cet héritage préexistant. Et ce n'est pas toujours évident de rendre lisible, y compris par des mots ou par des images, sur le territoire, la qualité et la valeur de ce paysage, qui est un préalable pour en faire un élément de projet. Et c'est comme ça qu'on a imaginé cette image de la treille minière, finalement, qui propose un imaginaire territorial, qui est support de projet aujourd'hui. Il faut imaginer que voilà, les grappes sont les cités minières, toutes ces feuilles sont les anciens terris, les sites naturels rassemblés par des anciens cavaliers des mines. Et la force de cette image, c'est qu'elle propose, elle appuie sur le fait qu'il y a des liens organiques entre ces éléments et que si on les prend différemment, si on les prend séparément, si on les envisage de manière déconnectée, on perd une grande partie de la logique de ce territoire. Si on coupe des rameaux, on va perdre une grappe. Si on vient, il y a des feuilles qui peuvent être fanées. Enfin, c'est aussi une manière vivante d'envisager cet héritage. On peut aussi imaginer que on vient faire des greffes et puis on peut venir continuer à construire des grappes, pourquoi pas, si on prend en compte la ramure d'origine. Enfin voilà, c'est une image qu'on a testée qui est assez parlante. Et aujourd'hui, on la traduit à toutes les échelles. Notamment là, on voit qu'on la cartographie. Et ce qui veut dire que quand on s'attache à travailler sur un projet, sur une cité, on essaie d'avoir en background aussi la manière de connecter ce projet potentiellement à un autre projet, un autre élément de l'héritage. Pour petit à petit, alors c'est pas exclusif, c'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'il y a des logiques de centralité de toute façon qui évoluent, mais on voit bien que, et d'ailleurs on l'a testé, sur un territoire, alors on peut parler de territoire d'archipel ou un territoire diffus, on déroge à la logique de centralité et de périphérie. Et quand on pense l'aménagement du territoire, finalement, cette treille qui propose des multipolarités, qui propose plus de richesse aussi dans la manière d'envisager les connexions entre un centre, mais sans pour autant venir oublier ce qui se passe à côté. Par exemple, entre Nœux-les-Mines, la centralité et puis le reste. Quand on parle de treille, ça veut dire qu'on peut imaginer l'aménagement du territoire de manière un peu plus riche et qui n'est pas uniquement centrée sur les centralités. Je pense par exemple à l'agglomération de Lens-Liévin, 500 000 habitants, la ville-centre, 36 000 habitants. Lens et Liévin. Donc on voit évidemment il se passe des choses partout et voilà, si on envisage ce territoire comme centralité, donc voilà, la treille minière est aussi une possibilité pour qu'on essaie de traduire dans les SCOT et dans les PLU, notamment pour à la fois préserver les éléments pour ne pas insulter l'avenir, c'est-à-dire qu'on essaie à chaque fois de repérer potentiellement les potentiels de connexion entre les éléments de l'héritage minier, et puis notamment le territoire de la Porte du Hainaut a inscrit la treille dans un projet européen. Donc aujourd'hui, il y a des architectes et des paysagistes qui l'ont pris comme base pour réfléchir. Alors c'est important de parler des grappes parce que les grappes, c'est les cités minières et c'est un patrimoine éminemment vivant
qui a la particularité d'être à la fois exceptionnel d'un point de vue de l'héritage. C'est un livre ouvert sur 150 ans d'évolution de l'habitat ouvrier, de l'hygiénisme jusqu'à la charte d'Athènes. La cité Bruno, construite en 1904, est la première cité-jardin construite en Europe continentale après l'Exworth, bien avant les cités même d'Île-de-France. Benoît Lévy... Bon, je vais être un peu long, mais on est retombé sur des ouvrages de Benoît Lévy qui objectivaient le fait que le directeur de la compagnie des mines de Dourges était rentré en contact avec des Anglais et qui voulait construire pour ces mineurs une cité-jardin telle qu'elle est en train de se construire avec Exworth, évidemment en l'adaptant au paternalisme local. Tout ça pour dire que c'est un patrimoine exceptionnel, mais notamment c'est un patrimoine éminemment vivant, avec une population soumise à une grande précarité énergétique. Plus de 80% des nouveaux entrants sont sous les seuils de PLAI, donc logement très social, des logements anciens, souvent ce qu'on appelle des passoires thermiques de manière poétique. Donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à concilier la protection de ce patrimoine avec la nécessité de travailler sur des lieux éminemment sociaux. On a pu, en 2000, là j'ai quelques photos, on a travaillé sur 5 cités minières qui étaient vouées à la démolition, notamment là on voit la cité des électriciens, mais également la cité Bruno à Dourges, les cités Lemay et Sainte-Marie. À un moment donné, ces cités devaient être démolies et il y a eu un moratoire du président de région suite à nos alertes qui a demandé à la mission de revoir l'entièreté des projets pour remettre autour de la table l'ensemble des partenaires. Donc on a mobilisé architectes, paysagistes, les collectivités locales, sociologues, thermiciens pour faire des contre-projets à la démolition. Et on a finalement pu démontrer par le projet qu'il y avait possibilité à la fois de protéger ce patrimoine exceptionnel, mais de le faire évoluer. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, l'inscription au patrimoine mondial n'a pas été un frein et donc une mise sous cloche, mais au contraire, ça a été l'occasion et la nécessité de se poser des questions de manière intégrée. C'est-à-dire qu'on était obligé de sortir de la logique de mise aux normes pure thermique parce qu'on allait dans le mur, et ça nous a obligés à poser des questions de reconnexion à la trame verte autour, de se poser des questions d'évolution des logements. Je vois les gros yeux qui arrivent. Donc ces expérimentations ont été réalisées, et ce qui est important, c'est qu'en fait, elles ont servi de référentiel aujourd'hui à un projet qui s'appelle l'engagement pour le renouveau du bassin minier. Et aujourd'hui, il y a 23 000 logements qui sont prévus en rénovation et qui prennent appui sur ces expérimentations. Donc c'est un pied de nez un peu pour dire que la protection au titre du patrimoine peut générer du projet, au contraire. Et on voit sur la petite carte ici en dessous, quand on met les 35 cités aujourd'hui qui sont concernées par l'engagement pour le renouveau du bassin minier et qu'on colle le calque de la treille, on voit qu'on a encore énormément de travail justement et de potentiel pour pouvoir reconnecter ces cités au reste du territoire. Et je voulais enfin vous parler de la chaire. Alors Béatrice Mariol ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais c'est important de pouvoir évoquer cette démarche parce qu'elle est en parfait lien avec l'ensemble des projets qu'on évoque. La chaire a été labellisée en 2020 par le ministère de la Culture. Elle fait partie des 5 chaires labellisées. La spécificité qu'elle a, c'est que c'est une chaire territorialisée. Donc elle n'est pas thématique forcément, mais elle s'attache vraiment à travailler sur un territoire. Avec derrière le terme, donc c'est cité minière en acclimatation, et derrière le terme acclimatation, il faut entendre à la fois les enjeux en termes météorologiques, climatiques, mais également acclimatation en termes social, en termes économiques. Et c'est vraiment un travail qu'on mène là avec Béatrice, avec les Thésards, avec l'école d'architecture et de paysage de Lille, pour faire en sorte qu'à travers des ateliers d'étudiants tous les ans qui viennent sur le temps long se prendre une portion de territoire et faire des propositions. Il y a des travaux aussi avec des paysagistes et des architectes. Donc on travaille tous les ans sur une portion de territoire et on travaille de la maison jusqu'au grand territoire parce qu'on travaille aussi avec les territorialistes italiens de l'université de Florence. Donc il y a ces ateliers. Et actuellement, on a répondu à un appel à projet engagé pour la qualité du logement de demain. Donc le projet est lauréat. Il vise à interroger
la manière de rénover les logements sociaux en introduisant plus de pratiques collaboratives, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille avec les locataires pour programmer leur logement futur, et comment est-ce qu'on travaille aussi avec l'introduction des matériaux biosourcés et géosourcés pour sortir d'une logique de rénovation lourde vers une logique beaucoup plus homéopathique, parce que bon, on s'est aperçu quand on fait quelques calculs que l'énergie grise dépensée pour rénover thermiquement un logement, il faut parfois une quarantaine d'années pour l'amortir avec les économies qu'on fera. Donc ça pose plein de questions évidemment aujourd'hui. Donc ça, c'est Mélusine Panier qui est en résidence dans la cité, qui travaille sur les pratiques collaboratives, et Martin Fessard qui travaille sur les matériaux biosourcés, qui tous les deux d'ailleurs anciens élèves de l'école de Belleville. Donc voilà. Merci. Oui. Peut-être y a-t-il une question dans la salle avant qu'on passe à la deuxième table ronde. Personne n'ose se lancer. Alors, je vais juste en poser une, moi, du coup. Comment vous voyez, vous, de la mission du bassin minier, l'apport de la recherche à votre activité pratique sur le terrain? Je ne sais pas si c'est Catherine ou Raphaël qui veulent répondre. La recherche dans les écoles d'architecture, la recherche universitaire, la recherche par les thèses, ainsi de suite. On l'appelle de nos voeux de plus en plus. Et c'est vrai que grâce à la chaire, c'est vraiment un travail qu'on mène étroitement avec Béatrice, parce que c'est de la recherche appliquée sur les enjeux territoriaux. Notamment, là j'évoquais Mélusine et Martin. Ça permet de réinterroger. Alors je ne vais pas vous mentir, on n'y est pas, c'est-à-dire que le bailleur, lui, il déroule, mais on arrive quand même à mettre un peu de coin, on essaie d'enfoncer un coin dans la machine, et ça produit beaucoup de choses avec les habitants notamment. Là actuellement, on est en train pour 2024, on va travailler avec Maison et Cité, qui travaille aussi sur l'introduction. Maison et Cité, pour ceux qui ne savent pas, c'est un bailleur énorme qui a des dizaines de milliers de logements dans le bassin minier, et qui est l'héritier en fait de charbonnage, enfin des logements de charbonnage de France. Ouais, il possède 70 000 logements encore aujourd'hui. Donc là, les pistes qu'on a, c'est maintenant pour essayer d'appliquer ça, de trouver une manière de massifier les expérimentations qui sont faites à Arnes, avec deux objectifs. Un objectif il y a des logiques d'attribution de logement dans le logement social, en fait, qui font qu'on a du mal à travailler avec les locataires avant que le logement soit attribué. Donc ça, c'est vraiment des pistes qu'on essaie de... Donc ça, c'est des recherches aussi avec des bailleurs à l'échelle nationale. Donc Mélusine travaille beaucoup là-dessus, et ça pourra nous servir. Et avec Martin, on travaille avec des labos de recherche de l'Université de l'Artois pour instrumenter des logements qu'on va rénover avec des matériaux biosourcés de manière plus light, y compris pour essayer de faire changer les normes, notamment sur la manière d'accréditer les budgets en fonction de une nouvelle manière de calculer la performance thermique d'un logement, quoi. Donc voilà. Très bien, merci. Je crois que c'est le temps de la deuxième table ronde. Philippe, je veux juste dire qu'il y avait l'Institut fédératif de renouveau de renouveau des territoires, là, qui est en fait une réunion de l'université Gustave Eiffel d'Artois, de Lille, et donc Polytechnique de Hauts-de-France, anciennement Valenciennes. Et donc il y a un programme de recherche plutôt là, c'est sociologues, anthropos, donc géographes qui travaillent sur un programme de recherche, et donc c'est dans la mouvance de ce que disait Raphaël sur l'engagement pour le renouveau du bassin minier, programme interministériel, c'est pour vraiment essayer de rapprocher la recherche des territoires et des acteurs de territoire. Voilà. Merci Catherine. Merci. On aurait pu être cumulatif, vous auriez pu rester devant. Il y a suffisamment de chaises. Alors, je vais tout de suite soulager l'Assemblée. Mon introduction se limitera à introduire les intervenants.
je ferai plutôt comme Philippe et je prendrai la parole après, peut-être pour engager quelques questions et peut-être stimuler les interrogations de l'audience. Donc je donne tout de suite la parole à Valérie Dufoy. Donc Valérie Dufoy, qui est collègue, maître de conférence à l'École d'architecture de Paris-Belleville, sociologue, docteur en sociologie et membre de l'IPROS. On regrette l'absence de Vanessa Fernandez, malheureusement, qui... Oui, je vous prie de l'excuser. En fait, elle est en studio, en correction avec voilà, nos étudiants. Donc, la sociologue peut se permettre de venir, mais on a besoin de l'architecte là pour les 2 dernières semaines de travail. Je souhaitais revenir en fait justement sur cet enseignement, très modestement, hein, sur un enseignement qui est de studio, d'architecture, de master, sur ses raisons d'existence et les questions qu'il pose. Et évidemment, on travaille sur la cité-jardin de Drancy, donc en banlieue parisienne. Cette cité-jardin pose des problèmes très spécifiques qui sont liés au site, qui sont liés à la politique de Drancy, etc., etc. Mais elle pose aussi des questions qui nous rassemblent en fait, évidemment, ce soir. Je le fais aussi pour montrer à nos étudiants en fait que notre présence ici à tous, c'est une preuve qu'ils sont au cœur en fait des enjeux architecturaux, que leur travail est utile et que leur travail dans quelques années sera vital. Et donc il faut qu'ils s'intéressent à ce patrimoine ordinaire, petit patrimoine, on l'appelle comme on veut, mais que c'est véritablement au cœur des enjeux aujourd'hui. Et que justement, pour répondre peut-être à Philippe, le projet peut être un lieu de recherche, même un studio de projet peut être un lieu de recherche, et qu'ensuite ce projet et ces recherches peuvent être récupérées par la recherche plus académique, on va dire, et puis elle peut repartir en projet, et tout ça c'est très bien en fait. Voilà. Donc notre studio s'intitule « Pour une seconde vie des cités-jardins et de l'habitat populaire ». Avec Vanessa, donc vous imaginez Vanessa là, nous partageons donc un intérêt et surtout une affection en fait pour les cités-jardins depuis 25 ans. Et puis le studio aussi est né parce que l'école, grâce à François en fait, est adhérente d'une association qui s'appelle l'Association régionale des cités-jardins d'Île-de-France. Donc vous voyez, au départ c'est tout modeste, hein, c'est une petite association. Et nous avons été très surpris, mais de gros bailleurs franciliens comme Seine-Saint-Denis Habitat, Hauts-de-Seine Habitat, ça c'est déjà beaucoup plus curieux, sont venus voir l'association pour leur faire part de leurs difficultés. Et le bassin minier aussi, aujourd'hui, est en contact avec l'association. Donc le patrimoine ancien de logements sociaux est concentré sur évidemment des anciens bassins industriels Nord, Grand Est et Île-de-France. Il souffre donc d'étiquettes énergétiques extrêmement mauvaises. Ils sont classés E. E, c'est bien en fait déjà. F, voilà, c'est pas génial. La loi climat et résilience met l'accent sur la disparition de ces passoires thermiques. Et les DPE donc, ne sont absolument pas en adéquation, évidemment, avec le bâti ancien. Il y a bien sûr des aides étatiques qui sont petites. Il y a des AMI, mais qui ne sont absolument pas, évidemment, à l'échelle des centaines de milliers de logements qui sont concernés. Pas de plan Marshall pour le logement social de cette époque. Vous imaginez bien que la vente n'est pas une solution, surtout en Seine-Saint-Denis. Voilà, c'est pas possible. Et qu'en plus, là, contrairement peut-être au bassin minier,
le territoire, les cités-jardins font objet de convoitises. Le foncier, évidemment, est particulièrement désiré. Et bien pourtant, c'est un patrimoine qui continue à être habité, qui continue à remplir son rôle, avec des loyers modestes, avec des gens qui sont sur site depuis longtemps, notamment dans la cité-jardin de Drancy, qui a été édifiée par la Compagnie des chemins de fer du Nord. On retrouve encore d'anciens cheminots. Et donc, vous voyez un petit peu cet enjeu à forte valeur sociale, économique et évidemment architecturale. Donc, on a arrêté notre dévolu sur une petite cité-jardin qui est moins connue peut-être que ses grandes consoeurs, qui a été construite en 1921, 1922 et 1929, plutôt sur le style pittoresque. Elle est, je vais utiliser un mot qui n'est pas utilisé dans le monde de l'architecture, elle est charmante, voilà. Et elle est donc en briques, en partie enduit, enduit parfois, mais autrement souvent en briques apparentes. Son petit problème, c'est que évidemment, ce sont des normes 1920. Et donc, les T4 sont de 47 mètres carrés, et il n'y en a pas beaucoup. Il y a une majorité de T3 à 38 mètres carrés. Voilà, donc l'isolation par l'intérieur, c'est aussi un petit souci. Elle a été livrée sans salle de bain, mais toilette, ce qui est important. Et il y a 3 petits immeubles collectifs. Elle a souffert d'une démolition partielle au début des années 1980 et une réhabilitation à minima dans les mêmes années. Et puis, plus d'entretien. Les étudiants qui ont fait donc une enquête sur cette cité-jardin ont rencontré des habitants qui se sentent quand même assez abandonnés, même si je pense que Seine-Saint-Denis Habitat fait tout ce qu'il peut. Et les habitants ont évidemment fait des travaux. Donc, on peut rentrer dans des univers très, très différents, soit voilà, très frustres et très modeste, très 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 modeste, donc avec la brique quasiment apparente, etc. Et puis vous avez évidemment des habitants qui ont complètement transformé l'intérieur. Évidemment, bon, ils n'ont pas d'autorisation, mais ça c'est pas grave. Et donc en transformant considérablement donc leur logement. Donc nos étudiants se sont emparés de ce terrain avec, je me dépêche, avec beaucoup de bonne volonté. Ils ont été faire des enquêtes, ils ont été reçus, ils ont fait des relevés. On a eu la chance donc d'être accueillis par des habitants. Ils ont pu faire aussi le relevé de maisons vides. Et pour essayer de déterminer donc les qualités et défauts, voilà, classiques donc d'un studio d'archi. Il y a eu alors 2 solutions, 2 orientations. Seine-Saint-Denis Habitat a fait appel à un bureau d'études intégré, dont on a vu les résultats. Donc un avant-projet de réhabilitation qui évidemment n'évoque que des solutions très techniques, pas du tout en phase avec ce qu'on a vu évidemment dans les intérieurs de logements, sans prise en compte des usages évidemment, et sans prendre en compte les conditions socio-économiques évidemment des gens. Et puis on a aussi, grâce à l'école, pu aller en fait en Belgique, et on s'est dit peut-être que les Belges ont trouvé la solution, comme ils ont classé 2 de leurs cités-jardins, le logis Floréal et la cité moderne. On s'est dit allons voir quand même. Bon, non. Ils sont un petit peu comme nous, c'est-à-dire ils sont un peu perdus. Le logis Floréal, qui est une très très grande cité-jardin, très belle, donc ils vendent en partie leur patrimoine. Et ils ont mis des règles très strictes de réhabilitation. On conserve les châssis d'origine, on reste sur des fenêtres simple vitrage. Voilà, pour des maisons qui valent 500 000 €, hein, c'est assez intéressant.
Et puis, cité moderne, la deuxième cité jardin qui est classée, elle est dans un état pitoyable. Enfin, voilà, c'est à pleurer. Donc, on voit qu'aussi nos voisins sont à la recherche très certainement de solutions. Donc, on s'oriente aussi. Alors, c'est un studio, hein, c'est très modeste. Donc les étudiants se sont orientés vers des enveloppes, des agrandissements, et on pense aussi que évidemment la réhabilitation légère sera très certainement la solution qui respecterait le mieux et le bâti et les individus sur place, parce que ce qui compte aussi, c'est de réhabiliter les gens qui sont sur place. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci Valérie. On va passer la parole à Georges-Henri Lafont, qui est géographe, docteur en aménagement et surtout maître de conférence à l'ENSA de Saint-Étienne. Il nous fait le plaisir de venir se joindre à nous. Il est également membre fondateur du réseau international post-minier, qui est un des partenaires de la chaire. Donc, Georges-Henri Lafont va nous parler de l'expérience de Saint-Étienne, justement, territoire post-minier et post-industriel, en panne de récit. Merci, oui, Georges-Henri. Merci à vous, déjà pour organiser cette petite soirée, et puis effectivement pour permettre à un provincial de quitter Saint-Étienne pour venir prendre un bol d'air dans une belle école. Et puis aussi venir un petit peu présenter une situation qui est un peu paradoxale, parce que déjà parler de la mine à Saint-Étienne, ça peut paraître une évidence, en tout cas pour un Stéphanois comme moi, c'est une évidence. Mais quand on commence à regarder les autres réalités ou les autres territoires, ça devient moins évident que c'est un territoire minier. C'est justement ça qui, moi, m'intéresse plus particulièrement, cette espèce de fascination, ou quasiment pour beaucoup, de psychanalyse qu'il faudrait faire sur un territoire, ce territoire stéphanois, sur son rapport à la mine, aux mineurs et à l'activité minière en particulier. Parce que voilà, on a créé une histoire autour de la mine et du mineur, mais finalement la réalité elle est radicalement différente de celle du Nord-Pas-de-Calais ou des autres territoires miniers. Donc il y a toute une ambiguïté, toute une ambivalence autour du rôle et de la place de la mine dans ce territoire-là. Et aussi une volonté à un moment ou à un autre de réveiller un peu tout ça, parce que soit d'un côté dans des recherches pour le coup très académiques, c'est un intérêt particulier sur la question du patrimoine, sur la question finalement de cette association à travers la ressource, comment on peut mobiliser un héritage pour essayer d'en faire un levier de projet, répondre aussi à un certain nombre d'attentes plutôt locales du côté des institutions, agences d'urbanisme, la ville, à travers la ville de Saint-Étienne et la métropole, à travers ses services essentiellement de tourisme, parce qu'il y a un tout petit peu de tourisme à Saint-Étienne, et puis des questions patrimoniales autour du label Ville d'art et d'histoire, et puis enfin faire atterrir ces questions-là en atelier et aussi en enseignement en école d'architecture, parce que finalement, sur ce territoire-là aussi, c'est construit depuis 1974, qui est à peu près l'époque où tout se casse réellement la figure, même si ça continue encore aujourd'hui avec Casino, où toute l'activité industrielle à Saint-Étienne s'écroule d'un coup. Tout s'arrête. La mine, les aciéries, les armes et le textile. Les quatre, avec Manu France, avec Creusot-Loire, avec des entreprises qui ont eu un moment ou un autre, on va dire, leur heure de gloire, et bien, tout se casse la figure en 1974, et l'université, donc des géographes et des historiens, et l'école d'archi, jeune école d'archi, toute petite école d'archi, essaye finalement de faire un travail à la fois de mémoire, mais surtout d'essayer d'accompagner ce territoire dans sa possible ou son impossible transformation. Et territoire intéressant, alors déjà quand je disais la place de la mine, parce qu'on imagine, Saint-Étienne, on associe généralement toujours deux choses, la mine et le football. Et ça se voit très bien dans la vie locale, c'est-à-dire le musée le plus visité de Saint-Étienne en termes de fréquentation, c'est le musée de la mine, alors qu'on a un musée d'art contemporain, deuxième collection nationale, mais quand même, le musée le plus visité, c'est celui de la mine, qui a été sauvé, on va dire, dans les années 2000, qui est presque le seul héritage matériel qui reste de cette épopée. Territoire, au fond, il y a 4 activités. La mine, bien entendu, parce que justement le charbon, lui, était
à peu près, il suffisait de se baisser pour le ramasser, donc il était effleurant, et puis qui permettait après de venir alimenter une activité d'acier, production d'acier, parce que beaucoup d'ingénieurs et d'industriels anglais sont venus s'installer dans ce bassin-là. Bien entendu, les armes, avec la manufacture d'armes, qui était avant manufacture royale, manufacture après, etc., etc. Et puis le textile, parce que les Lyonnais ont trouvé que ce territoire-là pouvait leur être utile pour la production de soie et d'autres choses. Et puis finalement, cette mine-là, ou en tout cas l'activité minière sur ce bassin-là, entre trois bassins versants, le bassin versant du Gier, qui va se jeter dans le Rhône, et puis deux autres bassins versants, le bassin versant du Furan, une rivière qui est une moyenne montagne, qui est en plus souterraine quand elle rentre dans Saint-Étienne, donc ce qui rajoute là encore une fois une psychose particulière avant d'aller se jeter dans la Loire. Et puis l'Ondaine, qui elle aussi est une rivière qui va se jeter dans la Loire. Et de là, on a un filon à peu près 80 km de long, entre Givors donc, et Firminy, où on a exploité le charbon pour toutes ces autres activités qui essentiellement étaient redistribuées à l'échelle nationale et internationale. Par le Rhône, soit on descend sur Marseille et Toulon, premier port militaire, et de l'autre côté, à travers les différents canaux, on rejoint Paris d'un côté, ou sinon on finit à Brest, deuxième port militaire aussi. Et puis au milieu de ça, donc, il y a cette histoire de charbon, il y a cette singularité géographique, ou en tout cas cette particularité, donc on est zone de moyenne montagne, on a un territoire très encaissé, qu'on imagine toujours étant un territoire industriel, donc on s'intéresse à la vallée sans se préoccuper des collines et des coteaux, ou en tout cas et des plateaux, donc là il y a aussi une particularité. Et puis, à un moment ou à un autre, se dire cette place de la mine, du mineur, parce qu'il y a toujours une grosse histoire qui a été fabriquée autour de l'héritage minier, les valeurs mutualistes, les valeurs syndicales, l'entraide. Bref, on a construit quelque chose d'assez fort sur le mineur, la mine, qui en fait était la plus petite des activités industrielles à comparer des autres géants en termes de capitaux et en termes d'emploi. Et puis, à un moment ou à un autre, quand je dis dans les années 70, tout se casse la figure, à Saint-Étienne aussi, peut-être une particularité déjà, donc pas de mono-activité comme dans le Nord-Pas-de-Calais, et puis, et ça continue encore aujourd'hui, un non-intérêt ou un intérêt tout relatif à ce qu'on va appeler l'héritage ou le patrimoine, qu'il soit bâti ou qu'il soit immatériel. Parce que c'est un territoire qui n'est fait que pour produire, donc il a fallu à chaque fois, et on continue toujours à transformer les bâtiments de production, donc on les détruit, on construit autre chose à la place, ce qui fait qu'on en arrive finalement à avoir, d'un point de vue héritage, très très peu de choses de la mine. Donc le puits Couriot, qui est vraiment le seul et qui a été sauvé presque par hasard, avant qu'à un moment ou à un autre la ville de Saint-Étienne le récupère, puis par quelques moments, 2-3 puits qui restent encore en activité, alors qu'avant il y en avait à peu près 80. L'évolution de la production de charbon, elle a suivi à peu près le même schéma que partout en France, c'est-à-dire plutôt des compagnies privées qui se regroupent et petit à petit, Charbonnage de France arrive, centralise tout et contrôle tout. Et alors moi, c'était ça, c'est cette question. D'un côté, on a une image très forte autour de la mine et du mineur qui crée aussi des petites guerres entre les différentes activités, entre les différentes familles. Et puis de l'autre, on a une réalité où finalement, la mine est complètement passée sous silence. Donc moi, c'est ça qui m'a intéressé. Et m'a intéressé, voilà, comme je disais, plutôt une entrée par la recherche classique autour des disciplines du patrimoine, de la géographie, mais petit à petit aussi cette volonté d'associer d'autres partenaires, ou en tout cas d'essayer de faire différentes choses. Donc on a commencé, parce que voilà, c'est une activité qui a 3-4 ans réellement, qui commence un petit peu à fédérer. On a commencé par une exposition au musée de la mine pendant la biennale de design, qui venait un petit peu interroger, ça c'était avec les étudiants de 3e année de licence, qui venait un peu interroger finalement le rapport que l'on a aujourd'hui avec la société industrielle au sens très large. Et c'est peut-être une des ouvertures sur Saint-Étienne, c'est de dire, d'arriver à dépasser la mine ou à dépasser l'acier ou à dépasser le textile pour venir travailler la question de la modernité et la question donc d'une civilisation industrielle où on va effectivement de la mine du XVIIe à Firminy et son unité d'habitation du Corbusier, et voire même aux héritages actuels, à savoir les boîtes à chaussures, à savoir les zones d'activité, à savoir le périurbain. Il y a peut-être quelque chose à faire autour d'une autre treille, parce qu'on n'a pas cette logique-là, mais justement autour des structures et du sol, de la manière dont le sol a été dessiné et façonné sur ce territoire. Donc on a fait une exposition
c'était déjà une espèce de gros jeu, parce que ce n'était pas évident, pour venir dialoguer. On a eu toute la scénographie, on a récupéré le musée de la mine, ils nous ont dit installez-vous et fabriquez ce que vous avez envie de faire. Donc avec les étudiants, on est venu interroger la question du déchet, on a essayé d'interroger aussi le sous-sol, sous-entendu cet imaginaire de la mine que personne n'a encore travaillé et qui semblerait être un horizon, ou en tout cas un enjeu à venir explorer. Les questions sociales, les questions de genre aussi, parce qu'elles n'étaient pas beaucoup évoquées, c'était de se dire comment on pourrait un petit peu sur un territoire qui, comme tous les autres, doit se réinventer, n'a que du négatif. La mine, pollution, textile, pollution, les armes, on ne peut pas dire que ça soit joyeux, et l'acier, on s'en doute bien, c'est le symbole parfait de cette épopée industrielle, mais qu'on a envie de changer aujourd'hui. Et comment faire pour réactiver? Donc premier exercice, cette exposition, qui a permis dans un premier temps de rencontrer la chaire et puis Béatrice et Raphaël et d'autres pour essayer de se dire à Saint-Étienne on essaye de faire des choses comme ailleurs, on les présente et puis ça prend. Et puis aussi ça a permis à l'école d'archi, ou en tout cas de poser cette thématique à l'école d'architecture. Et aujourd'hui, en atelier, on essaye plutôt de travailler sur les ensembles. Il en reste très peu, il y a très peu de cités minières parce qu'elles ont toujours été changées, tout a été transformé, il doit en rester une ou deux. On est à la commune de Roche-la-Molière, là, une des grosses zones d'exploitation, et se dire, tiens, un moment ou un autre, ce bâti-là, comme vous l'avez fait dans le Nord-Pas-de-Calais, ça serait intéressant de venir le renseigner, de venir travailler. On commence juste pour dire, il va falloir, ce bâti-là qui est de très mauvaise qualité, il va falloir accompagner les bailleurs, il va falloir accompagner tout un tas de gens pour essayer de les transformer. Donc à Saint-Étienne, on commence un peu ces deux orientations. Comment proposer ou accompagner la ville, la métropole dans son nouveau récit, ou dans la construction d'un récit qui ne soit pas toujours celui des oppositions entre des imaginaires industriels et puis d'autres imaginaires, et puis des travaux un peu plus, on va dire, de transformation en école d'archi. Ça, c'est ce qu'ils font en atelier avec Frédéric Bonnet et Guillaume Beignet, et moi je les accompagne en essayant justement de leur faire produire d'un côté des récits façon ville invisible et trouver à chaque fois une sorte d'image, une dépiction de ces territoires-là. Donc c'est un peu cet horizon-là qu'on va essayer qu'on continue à mettre en place, et notamment, donc Raphaël en avait parlé à travers la chaire, du réseau Acclimater les territoires post-miniers, donc un réseau international qui a eu ses universités d'été au mois de septembre, là, qui regroupe en fait des designers, des architectes, des géographes, des sociologues, des acteurs aussi et des actrices du territoire à proprement parler, de pays qui ont à peu près cette problématique-là ou qui ont cette question-là de l'héritage minier en jeu. Pologne, Tunisie, États-Unis, donc c'est le Kentucky qui nous a rejoints, la République tchèque, l'Italie, enfin voilà, d'essayer à travers ces cas, chacun n'a pas du tout la même vitesse, n'a pas le même héritage en termes d'importance, mais d'essayer de faire une sorte d'école hors les murs pour venir un petit peu travailler quelque chose qui semble quand même, au moins d'un point de vue européen, être partagé. C'est-à-dire, encore une fois, cet héritage de la civilisation industrielle et notamment l'héritage minier, matériel et immatériel, eh bien, on a peut-être une belle occasion de le prendre à bras-le-corps pour justement réussir à le transformer. Voilà. Merci beaucoup, Georges-Henri. D'un Henri à l'autre, puisque la parole sera maintenant à Patrick Henry, des traces au tracé, définir les horizons de l'urbanisme des sols, en continuité de l'ouvrage que tu as récemment publié. Donc Patrick est professeur à l'école d'architecture de Paris-Belleville, et je lui donne la parole. Merci André, merci à toutes et tous, merci pour l'invitation. Je serais ravi d'être ici. C'est un moment de résonance un peu avec les travaux que je mène sur les sols, pour plein de raisons que je vais évoquer au cours de cette courte présentation. Peut-être aussi revenir sur la genèse et l'intérêt que je porte au sol en tant qu'architecte. D'abord, c'est un cours que j'ai le plaisir de donner ici, qui s'appelle « Considérer les sols », un cours de licence, où je me suis dit que la question des sols était une question essentielle pour les architectes, mais souvent les sols étaient considérés comme une surface, le socle des projets sur lesquels qu'on va imaginer. Mais au-delà de cela, le découpage parcellaire évidemment, mais au-delà de ça, peu de choses sur les sols.
Puis à titre personnel, je vais revenir sur le sujet, l'histoire, cet intérêt pour les sols, il est venu aussi d'un territoire, pas très loin, situé pas très loin d'ici, situé sur les carrières d'Amérique, donc près des buttes de Chaumont, et où en fait, où le sol, je me suis rendu compte très vite que l'endroit où j'habitais fissurait, parce que l'été, le gypse séchait, et l'hiver, il gonflait. Et à force, voilà, ça crée des fissures. Et cette perception du sol vivant, pour reprendre l'expression de Lucas Mont-Saint-Jean, le sol vivant est extrêmement présente, y compris dans le cœur d'une métropole comme celle de Paris. Moment de résonance, parce qu'effectivement, en lisant le très beau dossier dans la revue d'art, il y a cette phrase de Jean-Louis Subilo qui m'a frappé dans son article de l'archipel noir à l'archipel vert, qui est cette phrase de dire « tout ce que j'avais connu ne fonctionnait pas », en parlant du bassin minier, et qu'il fallait regarder, écouter, inventer pour faire émerger le projet. Alors je me suis dit un peu ironiquement, mais ça devrait être le cas partout. Finalement, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas et que l'enseignement du bassin minier, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça montre un intérêt au sol et à des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de considérer dans le projet et dans sa fabrication. Et là, je trouve qu'il y a un enseignement extrêmement important et extrêmement fructueux. Donc, j'ai choisi 4 images que je présente aux étudiants dans le cours, 4 images qui donnent 4 axes finalement de ce que pourrait être un urbanisme des sols, qui est le sujet du livre que j'ai écrit suite à ces cours et suite à différentes recherches que j'ai pu mener sur les sols. La première des images, c'est la condition, et on l'a vu dans les images qui ont été présentées tout au long de la soirée, de produire de la connaissance sur ces sols. Alors j'ai choisi une image de 2 artistes qui ont échantillonné comme ça du sol de Beyrouth, alors, toute l'histoire de Beyrouth, pour rappeler que le sol, c'est d'abord les mémoires de nos établissements urbains, de nos implantations, et que cette épaisseur, là encore, on retrouve cette idée du sol qui n'est pas simplement une surface, mais aussi une épaisseur, est extrêmement importante à rappeler et à considérer dans la mise en œuvre des projets. C'est aussi produire de la connaissance, parce que la connaissance pour les sols, elle existe. Les sols sont polysémiques, ils appartiennent à beaucoup de disciplines, ils concernent énormément de disciplines, mais ça ne dialogue pas vraiment. On est un peu, comme on dit, dans une logique de silo souvent. Et donc, cette connaissance, il faut la partager, il faut la mettre en commun. Parce que sinon, on est dans une espèce d'entonnoir dans lequel les sols souffrent de cette polysémie, ils ne sont pas du tout reconnus. Et cette connaissance, elle pourrait être le préalable un peu des projets, un petit peu comme ça a été fait dans le bassin minier, dans l'étude qu'ont menée Philippe et Lucas et toute l'agence Philippe Prost, de dire qu'on n'est pas simplement sur un support, on est aussi sur une épaisseur dont on doit connaître avant tout les caractéristiques, avant toute intervention et avant toute manifestation construite ou autre. La deuxième image, je vais aller assez vite. Quand on dit qu'on va assez vite, généralement on n'y va pas, mais là je vais essayer de le faire. C'est la représentation. La représentation des sols, on l'a vu tout à l'heure avec les très belles gravures de Morand, sur cette épaisseur, sur cette coupe qui était montrée sur les sols. Ici, j'ai choisi une autre image, une image d'un autre artiste américain, Matthew Rangel, qui est un peintre arpenteur, qui ne montre pas vraiment l'épaisseur des sols, mais qui montre une autre idée du sol, qui est l'idée du déplacement et l'idée de la temporalité, qui me semble effectivement des notions extrêmement importantes quand on aborde la question des sols, parce que les sols, ça travaille, c'est sur la durée. Un sol, ça se constitue sur des milliers d'années. Ils sont transformés comme dans le bassin minier, mais c'est aussi des durées très longues. Et refaire des sols vivants, c'est souvent des travaux sur la longueur, sur la durée. Donc c'est important d'intégrer cette notion-là. Et puis c'est aussi un enjeu, la représentation, c'est évidemment un enjeu pour les architectes. Tout à l'heure, j'ai commencé en disant que ce cours était né d'interroger finalement quel pourrait être l'intérêt pour les architectes pour les sols. Et un des intérêts majeurs, me semble-t-il, c'est la question de la représentation. C'est-à-dire avant même d'intervenir, d'avoir la capacité, comme on l'a vu aussi tout à l'heure sur cette carte formidable des tracés des veines de charbon, avec la superposition du dessus et du dessous, c'est comment on représente un état des lieux, comment on représente un territoire avant même d'y intervenir. Et là, je pense qu'un enjeu majeur pour les architectes et pour les générations qui vont venir, les étudiants d'aujourd'hui, comme ils vont intervenir aussi bien à l'échelle du bâtiment sur des existants que sur des territoires déjà existants et déjà constitués, de les représenter de la manière la plus juste possible. Donc ça, je pense que c'est un enjeu extrêmement fort pour les architectes, entre autres,
représenter les sols et d'inventer des représentations, des cartographies, des figurations, comme on peut dire, de ces sols avant même de considérer la moindre intervention, la moindre initiative. Ensuite, dans le livre, je me penche pas mal sur l'histoire de notre discipline, et plus particulièrement de l'urbanisme, en me disant finalement, on a produit au fil du temps un certain nombre d'idées qui ont été un petit peu oubliées, mises de côté ou qui mériteraient d'être revisitées pour ajuster ce que j'ai appelé ajuster nos actions. Alors évidemment, je montre cette coupe réalisée par Patrick Guedes, la coupe sur la vallée et l'environnement en équilibre, qui montre d'une certaine façon que, si on le traduit aujourd'hui, on ne peut pas faire tout n'importe où. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de cohérence entre nos interventions et leur implantation, le lieu dans lequel elles s'implantent et la façon dont elles s'implantent, évidemment. Donc, cette histoire de l'urbanisme, j'invite les étudiants à la revisiter pour essayer de comprendre comment Guedes, mais d'autres dans le temps, évidemment des gens comme André Corbos, qui parlait d'aptitude territoriale et qui disait qu'un territoire n'avait pas la capacité de tout accueillir, que l'on devait d'abord observer ce qu'il était en capacité d'accueillir avant d'imaginer une programmation. Ce qu'évidemment, avec l'époque moderne et les 30 Glorieuses en particulier, on a totalement oublié en faisant un peu tout n'importe où, justement. Donc c'est cette question de la justesse de l'intervention qui nous invite aussi à considérer les sols. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en considérant la connaissance que l'on a sur les sols, selon leur qualité, selon leur potentiel agricole, leur potentiel de biodiversité, etc., peut-être qu'on va infléchir des implantations, on ne va pas forcément imaginer d'abord de faire un projet, puis ensuite faire des études de sol. Peut-être qu'on va commencer par des études de sol et ensuite élaborer un projet. Voilà, c'est un peu un changement de paradigme assez important. Et puis la dernière image, c'est adopter un processus itératif et démocratique. Je crois que l'exemple du bassin minier il est aussi intéressant pour ça, parce que c'est une initiative citoyenne, si j'ai bien compris, qui a mené au classement du bassin minier. Et cette dimension collective et démocratique, elle me paraît extrêmement importante. Alors évidemment, je montre cet extrait de cette fresque connue de Lorenzetti dans le Palazzo Pubblico de Sienne, cette bonne et mauvaise gouvernance des sols, pour rappeler que les territoires sur lesquels on travaille constituent une entité. Ce n'est pas la métropole versus la ville étalée ou le périurbain, c'est l'ensemble de ce territoire qui est aujourd'hui concerné par cet urbanisme des sols. Et cette image, elle rappelle que la santé des villes, on le voyait cet après-midi avec Enléré Lorty, avec une étudiante du DSA Projet Urbain, que la ville, elle ne peut pas vivre sans sa campagne, elle ne peut pas vivre sans son arrière-pays, elle ne peut pas vivre sans son hinterland. Mais réciproquement, l'interland, l'arrière-pays, la campagne ne peuvent pas vivre sans la ville. Donc cette espèce d'équilibre qu'on doit trouver entre les deux, il passe aussi par une bonne connaissance des sols et dépasser aussi des débats que je trouve pour ma part assez stériles entre opposés ville dense et périurbain, étalement urbain, etc., qui sont finalement les expressions d'un même phénomène urbain d'habitat de tout un chacun. Donc ces quatre images, elles nous invitent aussi à reparler de forme urbaine, à reparler au-delà de l'appareil législatif actuel, hein, parce que vous savez que les sols remontent à la surface de l'actualité aussi par la loi climat et résilience de 2021 et de son objectif ZAN du zéro artificialisation nette. Sauf que le zéro artificialisation nette, c'est un peu une mesure sans doctrine et surtout surtout avec des objectifs quantitatifs. Et la question sans doute qui se pose aujourd'hui, c'est comment on y adjoint des objectifs qualitatifs. Et ces objectifs qualitatifs, ils passent effectivement par une reconsidération, je pense, de nos disciplines, et en particulier de l'architecture et de l'urbanisme. On l'a vu à toutes les échelles, comme c'est le cas dans le bassin minier, où on travaille à la fois à l'échelle de l'habitat, mais aussi à l'échelle du territoire. Et pas dans une séquence qui serait l'un après l'autre, mais l'un en même temps que l'autre. Et cette concomitance de temps me paraît effectivement absolument indispensable pour aller vers une prise en compte de ces sols vivants, et puis, comme l'écrit Philippe Prost dans le dossier de Da, pour aller vers une transition plus juste des territoires. Voilà, merci. Merci Patrick, merci beaucoup. Eh bien, on a eu 3 interventions complémentaires aux précédentes sur le bassin minier du Nord. En lisant le dossier, ce très beau dossier de la revue Da,
je suis tombé sur une phrase de Lucas Mont-Saint-Jean qui s'interroge: comment passer d'un système spatial de l'exploitation minière à un système prenant en compte le vivant et l'habité? Et je me suis interrogé à ce sujet et je voulais transmettre mon questionnement à nos invités, et d'ailleurs également aux intervenants de la première table ronde, et notamment à Raphaël Alessandri. L'exploitation minière, en s'éteignant, a dévitalisé un système puissant dont les traces restent, et c'est souvent ce que l'on trouve d'ailleurs en introduction de la plupart des articles qui sont dans ce dossier. C'est une énumération de tous ces objets, de tous ces artefacts qui restent aujourd'hui sur le territoire. Ce système a été dévitalisé, les objets restent, et la transition patrimoniale peut-elle se contenter de la figure, celle de la treille, ou du récit? Et est-ce que la condition de survivance d'un système pareil n'est pas sa réactivation dans un nouveau système? Et Lucas Mont-Saint-Jean suggère que ce nouveau système puisse être celui du vivant et de l'habité. Donc voilà, je m'interrogeais sur les enjeux de ces transitions et sur l'ancrage qu'ils doivent trouver dans des nouvelles formulations de projets collectifs, en vérité, qui puissent aller au-delà de la figure et peut-être prolonger cette idée du récit que tu abordais tout à l'heure, et qui allait d'ailleurs, qui interrogeait au-delà, c'est-à-dire sur les forces de travail encore présentes, sur les disponibilités infrastructurelles et sur également les enjeux politiques qui viennent avec. Donc voilà, c'est la question que je souhaitais mettre au débat. Et évidemment, comme première suggestion, pour peut-être faire appel à l'audience et savoir s'il y a aussi dans la salle des questions à adresser à nos interlocuteurs. Je me risque alors. Je peux juste prendre moi l'embryonnaire cas stéphanois, où depuis 3 ans, avec l'agence d'urbanisme, on essaye, ou en tout cas on essaye, c'est une demande qui est exprimée du côté de la ville, de dire, pour répondre par exemple aux problématiques dites de mobilité, ils viennent de se rendre compte qu'ils avaient justement un réseau ferroviaire, les cavaliers qui étaient encore assez présents, et que peut-être on pourrait les réactiver, les transformer en voies vertes, etc. C'est-à-dire, pour répondre à une problématique actuelle de mobilité, ils sont en train de se dire, tiens, justement, un des héritages potentiels du minier, mais pas que du minier, ça serait de récupérer cette structure. Mais d'un autre côté, on se rend compte quand on travaille ça avec l'agence, ça va tellement loin, c'est-à-dire que le balancier, on change tout pour faire même pas du verre, pour simplement, on va utiliser encore une fois un héritage sans se préoccuper de savoir justement qu'est-ce qu'il irrigue, qu'est-ce qu'il fabrique comme territoire, qu'est-ce qu'il a fabriqué comme territoire. On se dit simplement, avant, on s'en servait pour transporter du charbon, etc. etc. Aujourd'hui, on va mettre des vélos dessus. Donc il y a première orientation, en tout cas, je ne sais pas si ça peut correspondre à une première réponse, mais c'est ça, c'est-à-dire, pour moi, je trouve qu'il y a un coup de balancier qui est trop fort. On n'en est pas encore au vivant, on en est simplement à comment l'utiliser autrement, sans nécessairement raconter ce que ça a fabriqué et aussi les problèmes que ça a engendré. Et du côté du vivant, ce qui est intéressant aussi, me semble-t-il, en tout cas à Saint-Étienne, c'est que ça nous remet sur la question de l'eau. C'est qu'au fond, on se rend compte que la première chose qui a fait que ce territoire-là était un territoire industriel, c'est l'eau. Et là, ça change la donne parce qu'on redécouvre au fond, enfin on découvre même un territoire qu'on ne connaît pas. Plein de fonds de vallée, de choses, de zones complètement blanches. Et petit à petit, tout ça, ça permet d'ouvrir plein de choses. Il y a des botanistes qui arrivent et qui font des relevés botaniques et qui découvrent des choses complètement surprenantes, qui sont dues, par exemple, immigration, population italienne. Ils sont arrivés avec leurs plantes, ils sont arrivés avec leurs jardins, ils ont recréé leurs jardins. Et finalement, après, ça s'est développé parce que ça redonne ou ça peut donner une richesse. Mais c'est toujours à Saint-Étienne, je trouve, une réflexion en mode utilitaire, en mode productif. Ça doit remplacer quelque chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore cette volonté.
un peu critique, mais il n'y a pas encore cette volonté de dire, bon, on va essayer de réfléchir au vivant avec un S et un X à eau et un S à vivant. C'est toujours cette logique de dire, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de ça pour continuer à exister. Ils sont toujours pas, on a l'impression qu'on n'est toujours pas sorti dans les têtes de cette modernité, au sens de dire, il faut produire, faut consommer, faut produire, faut consommer. Et ce territoire, il faut qu'ils continuent à faire ça d'une façon ou d'une autre. Donc on essaye d'inventer, ils essayent d'inventer des façons, mais qui sont toujours la reproduction de celles qui sont là et qui, à mon avis, sont complètement limitées. Oui, d'où l'importance du récit comme contre-récit en quelque sorte de celui qui est ancré et qui a une forte inertie. Non, moi j'ai été assez surprise en fait à Drancy de la présence encore d'une mémoire cheminote, quoi. Enfin, d'une fierté. Voilà, ça, on nous raconte, ah bah oui, mais moi j'étais cheminot, mais moi j'étais au Bourget, et moi j'ai fait. Et ça, évidemment, ça a disparu. Et c'est-à-dire qu'il y avait en fait un sens à habiter à cet endroit. Et là, il va falloir retrouver le sens autre qu'un sens qui est purement pratique, c'est-à-dire que bah voilà, Drancy c'est pas loin de Paris, tout va bien, etc. Mais là on sent que ça suffit pas. Il va falloir retrouver un sens, recréer un sens d'habiter à cet endroit et d'être ensemble en fait. Et ça, je ne sais pas du tout comment ça va se faire, notamment par les attributions, le jeu des attributions du logement social en région parisienne, quand même. C'est ça aussi. En sachant que à chaque fois, les populations sont de plus en plus pauvres, que ces logements, même s'il vous semble extrêmement désirable d'avoir une petite maison de 37 mètres carrés à Drancy, c'est assez refusé parce que voilà, il fait froid hein, et il y a peu de confort et que c'est pas très pratique. Donc c'est vraiment les gens qui n'ont pas le choix qui acceptent ces maisons-là maintenant. Donc on risque en effet d'avoir quelques difficultés à créer en fait un commun. Voilà. Mais la question du vivant, elle est fondamentale dans la question des sols en particulier, sa reconnaissance. Elle a été au cœur d'ailleurs de pas mal de débats sur, je parlais tout à l'heure du zéro artificialisation net, sur la notion d'artificialisation et de savoir jusqu'à quel point un sol est encore vivant. Et on est encore enfermé aujourd'hui dans des cases, si j'ose dire, stéréotypées, où la terre agricole est considérée comme un sol vivant, alors qu'on sait toutes et tous que beaucoup de terrains agricoles sont aujourd'hui aussi peu vivants qu'une place ou un parking. Et donc cette question du vivant dans les sols, elle est fondamentale, elle est liée évidemment à l'eau, comme vous le disiez, elle est liée à voilà, tous les organismes vivants et tous les échanges et toutes les fonctions que les sols peuvent rendre aujourd'hui. Moi, je rappelle que la cuillère à soupe, hein, c'est une image que l'on prend, mais elle est évoquante, c'est une cuillère à soupe de vivants, de microparticules habitant sur la Terre. Donc on est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant qu'on a oublié. Au cœur, je pense, de l'évolution sur les sols, dans leur fonction, dans leur utilisation au futur et que l'on doit en faire. Pour cela, il y a peut-être aussi l'idée de donner une valeur à ce vivant. Il y a beaucoup d'économistes qui travaillent sur cette question-là. Le livre que j'ai écrit va être réédité. Il y a une postface de Maëlys Desrousseaux, qui est une juriste, et qui parle justement de cette idée de donner une valeur différente au sol, qui ne serait pas simplement une valeur foncière, mais qui serait une valeur aussi de son état phytosanitaire et de sa biodiversité, etc. Donc cette notion de vivant, elle est forcément au centre de la question des sols, et peut-être que c'est aussi une manière, là encore, d'inverser les paradigmes pour considérer cette question-là avant toute autre intervention. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée ? S'il n'y a pas de questions, il n'y aura pas de réponse. Philippe, tu veux intervenir ? Oui, bien sûr. Très simplement, en remerciant toutes les intervenantes et tous les intervenants, en leur disant qu'il y a quelques numéros d'A là, qui sont peut-être à disposition, non hein ?
qui sont juste sur le devant de la table. Donc si vous êtes venus, profitez-en. Ils sont là. Il y a 2 piles là. Donc pour les participantes et les participants, ils sont à votre disposition. Profitez-en. Et puis à l'extérieur, on peut boire un petit verre, voilà, tout simplement. Merci beaucoup.